Bonjour Monsieur Poncardassac. Bonjour Vincent, ça fait combien de temps maintenant? T'es au mois de juin, non? Oui. Mois de juin, voilà. C'est la reprise. Donc on va commencer tout de suite avec le premier sujet sur l'invasion migratoire. Donc depuis plusieurs mois, on assiste en Europe à la venue massive de réfugiés qui fuient la guerre, nous dit-on. Quelles sont selon vous les causes de cet afflux incessant de migrants qui envahissent l'Europe? Bon, alors, d'abord, il y a plusieurs immigrations, il ne faut tout de même pas l'oublier, parce que on nous obsède avec les migrants qui viennent du Moyen-Orient, mais il ne faut tout de même pas oublier que continuent à arriver tous les jours des migrants et immigrés, appelez ça comme vous voudrez, qui viennent de l'Afrique, que ce soit l'Afrique du Nord ou l'Afrique noire. Et là, les derniers chiffres qu'on connaît, c'est plus de 300 000 par an. Il ne faudrait peut-être pas oublier ce chiffre quand même. Alors, les autres migrants dont on nous parle aujourd'hui, avec lesquels on nous fait pleurer, c'est pour ça que j'ai intitulé le dernier éditorial de la politique, la dictature compassionnelle, on nous fait pleurer avec ça, mais pourquoi ces gens viennent-ils? Alors, là-dedans, il y a de tout. Il y a vraiment des gens qui fuient l'état de guerre, les persécutions, les massacres, les décapitations, etc. Et il serait peut-être bon de se poser la question, avant de pleurer, pourquoi ces gens sont réduits à partir de chez eux. Et ça, c'est la faute des Américains, et des alliés des Américains, qui ont tout fait pour armer ces bandes opposées à Bachar el-Assad, et qui se révèlent être des bandits. Et en fait, c'est la suite de l'affaire tchétchène. Vous vous rappelez comment Poutine a réglé l'affaire tchétchène, hein, disant que si c'était besoin, il les poursuivrait jusque dans les chiottes. Eh bien, il les a tellement bien poursuivis qu'ils ont fichu le camp de où ils étaient, et maintenant, ils ont une des bases de Al-Qaïda, Al-Nusra, l'État islamique. Et ils prennent leur revanche sur d'autres personnes de ce qu'ils n'ont pas pu faire quand ils étaient en Tchétchénie. Donc, vous voyez, c'est une guerre qui est une suite. C'est pas un début, c'est pas une nouvelle guerre, c'est une guerre qui est une suite. Et qui est la suite de toutes les déstabilisations qui ont été faites par les Américains. Je vais passer rapidement, je vais rappeler simplement le nom. Il y a un néoconservateur juif américain qui s'appelle Michael Lydon, dont j'ai parlé d'ailleurs déjà dans le complot mondialiste, qui a écrit en 2002 un livre qui s'appelle The War Against the Terror Masters, ce qui veut dire la guerre contre les terroristes. Bon. Et pour lui, les terroristes, c'est l'Iran, la Syrie, l'Irak, le Liban, avec le Hezbollah, etc., etc., en disant, je raccourcis sa citation en disant, je vous dis ça de mémoire, en disant, le problème n'est pas de savoir s'il faut déstabiliser ces pays, mais comment le faire? Ben voilà. Ils l'ont fait et on a le résultat. J'ai répondu à votre question? Oui. Donc pour nous faire accepter cette invasion, les médias occidentaux nous abreuvent de propagande et de manipulation à propos des dits réfugiés. Pourriez-vous revenir sur l'une des grandes manipulations médiatiques de cette rentrée, à savoir l'affaire du jeune garçon Aylan? Mais c'est toujours la même chose, faire pleurer dans les chaumières avec un cas. On nous a fait le coup avec l'avortement, on a fait le coup avec l'euthanasie pour essayer de faire passer, maintenant on a fait le coup pour nous forcer à accueillir ces migrants, par dizaines de milliers. D'ailleurs c'est très intéressant parce que c'est en train de provoquer de fameuses réactions en Europe centrale et en Allemagne. Alors, je ne sais plus quel est le nom du personnage, qui était le père du garçon en question, mais c'est la propre tante du garçon qui a révélé sur le New York Times qu'en fait, s'il avait voulu venir en Europe, c'est qu'il voulait y faire soigner ses dents gratuitement dans un pays européen. Voilà quelle était sa motivation. Il vivait depuis, c'est un Turc d'ailleurs, il vivait en Turquie, et voilà. Voilà la motivation de beaucoup de ces migrants. Alors, si vous me demandez quelle est la solution, je dirais la solution c'est d'abord de régler le problème sur place, et là je compte
fortement sur le camarade Poutine et les alliés régionaux, donc l'Iran, bien entendu, le Hezbollah, et c'est pour ça que tout ce monde américano-sioniste, comme je dis, se lamente, s'indigne, etc. Et les frappes aériennes russes seront, à mon avis, beaucoup plus efficaces que celles des Américains en 2 ans et quelques, ou de soi-disant frappes américaines. Donc, ces gens sont là, il n'est pas question de les accueillir et de les garder. Il faut les trier, éventuellement en garder certains qui pourraient être utiles pour nous. Il ne faut pas faire de sentiments. La politique, c'est la politique. La défense des intérêts d'une nation, c'est pas du sentiment. Et puis les autres, il faut les faire repartir. S'ils viennent, c'est parce qu'ils croient qu'ils vont avoir une vie meilleure. Et bien, si on coupe toutes les pompes aspirantes de l'immigration, que ce soit celle d'Afrique ou celle du Moyen-Orient, qu'ils n'ont plus de subsides, qu'ils n'ont plus ceci et cela, et bien, ils partiront. C'est comme ça. Nous avons d'abord à veiller à l'intérêt des nôtres. Alors qu'une telle invasion de l'Europe a et aura des conséquences catastrophiques pour les nations européennes, les médias et les responsables politiques semblent se féliciter de l'accueil de ces populations étrangères. Qu'en pensez-vous ? C'est toujours dans le même but du mondialisme, c'est-à-dire submerger les nations par une immigration qui n'est pas nécessairement compatible et assimilable, pour faire disparaître les identités nationales et les peuples, sous le poids du métissage, et du mélange et de l'avalanche migratoire. Je citais tout à l'heure le chiffre officiel, puisque c'est l'ambassadeur de France en Algérie qui se félicitait de ça il n'y a pas tellement longtemps, c'était publié dans la politique il y a 3 ou 4 mois. Vous imaginez 300 000 officiels par an, dans combien de temps ils seront plus nombreux que nous en France? Et pas simplement en France, dans les autres pays d'Europe. Faites le calcul. Et il n'est pas question de pleurnicher, comme je vois dans les paroles, dans toute cette presse soi-disant de droite. Ah, il n'y a plus d'église, ah, la nation, il ne va plus y en avoir, etc. C'est pas ce que je dis aujourd'hui, c'est pas pour faire pleurer, c'est pour faire réagir. Et que pensez-vous de l'attitude du gouvernement hongrois de Viktor Orban dans cette affaire? Il défend les intérêts de son pays, c'est ce que je voudrais qu'on fasse en France. Le gouvernement de la République a annoncé récemment des interventions militaires en Syrie pour lutter contre l'État islamique. N'y voyez-vous pas un prétexte pour déstabiliser davantage Bachar el-Assad? Tout à fait, c'est exactement ça, et pour essayer d'intimider l'aviation russe, parce que il est évident, si l'aviation russe, l'aviation américaine et l'aviation française se trouvent dans les airs au même moment, dans la même zone, pas besoin de vous faire un petit dessin. Et c'est pour ça d'ailleurs que peut-être allez-vous y revenir tout à l'heure, que Netanyahou s'est précipité à Moscou il y a à peine une semaine avec tout son état-major, les principaux chefs de l'armée et du renseignement, que les États-Unis, il y a 2 jours, ont demandé une réunion d'urgence avec les Russes pour essayer de voir justement qu'il n'y ait pas d'affrontement. Poutine les a mis devant le fait accompli. En fait, son attitude vis-à-vis d'eux, vis-à-vis de cet Occident sioniste, c'est leur dire, bon, maintenant ça suffit. Pouvez-vous commenter cette phrase du présidentiable Alain Juppé, qui a tenu lors d'une conférence débat organisée par le CRIF le 8 septembre dernier? Quand j'entends le mot juif, ce n'est pas dans ma tête qui résonne, mais dans mon cœur. Ah, quel beau romantisme. Oui, bon, ben, ça, il y a sans doute plusieurs raisons. Premièrement, peut-être est-il d'ascendance juive, donc ça serait logique, ça parle à son cœur. Deuxièmement, il ne faut pas oublier qu'il est l'élu d'une ville où il y a une très forte minorité juive, ce que l'on appelle là-bas la nation juive, la nation portugaise, parce que ce sont essentiellement des gens d'origine juive portugaise qui sont partis sous le règne de Jean II du Portugal, à la même époque que d'autres partaient d'Espagne sous Isabelle la catholique. Donc ça peut être une raison, donc il soigne un électorat qui a voté pour lui, évidemment. Et puis il y a une troisième raison aussi qui me semble tout aussi valable,
qui se surajoute, c'est que face à son concurrent Nicolas Sarkozy, qui est juif par sa mère, il faut que Juppé donne des gages à la communauté juive s'il veut avoir quelque chance de glaner quelques voix du côté de cette communauté. Voilà. Emmanuel Macron, comme Manuel Valls, se verrait bien président de la République pour succéder à François Hollande. Jacques Attali semble d'ailleurs convaincu par le succès de l'ex-banquier de Rothschild, qu'on a pu voir coiffé d'une kippa se recueillir à Yad Vashem lors de son voyage en Israël au début du mois. Que pensez-vous de ce personnage et de son ambition pour les années à venir? Alors, effectivement, tous les autres présidentiables ont à s'inquiéter de la possibilité que Emmanuel Macron se présente au présidentiel. C'est un garçon qui n'est pas bête du tout, qui fait des appels du pied au patronat en parlant des 35 heures, etc. Et c'est très curieux, quand je vois qu'un Attali, un Alain Minc, donc la même confrérie, vous voyez ce que je veux dire, et plaide en sa faveur, verrait d'un très bon œil qu'il soit candidat et qu'il devienne président de la République, je me dis, tiens, c'est curieux. Pour ces deux juifs, c'est Macron qui les intéresse plus que Valls, qui pourtant devrait être plus proche que Macron, d'eux, étant donné que Valls aussi, on le sait, est un marane. Et je me dis, tout reprocher à Minc et Attali, sauf d'être des imbéciles. C'est qu'ils se rendent compte que, comme candidat, un Macron serait beaucoup plus utile à leur cause qu'un Valls qui provoque un rejet. Provoque un rejet, quels que soient les sondages qu'on donne, ils ne sont pas bons, ils sont évidemment un peu meilleurs que ceux pour Hollande, mais ils ne sont pas bons parce que cet homme exaspère par sa haine constamment affichée sur son visage. Cet homme n'est pas normal. Et donc, ces juifs intelligents que sont les Attali et Minc, évidemment, se disent qu'avec Macron, il serait quelqu'un qui sort du Sérèque, puisqu'il a été chez Rothschild. Et à ce propos, je voudrais rappeler l'affaire de la loi scélérate de janvier 1973. C'est quoi ça? Eh bien, c'est simplement, c'était sous Georges Pompidou, lui-même un ancien de la banque Rothschild, que ça s'est passé. Et c'est ce qu'on appelle la loi Chirac, Giscard, Rothschild. Et en quoi consistait-elle? Eh bien, c'est très simple, c'est que jusqu'alors, l'État français empruntait auprès de la Banque de France sans intérêt, et cette loi de janvier 1973 interdisait à l'État français d'emprunter à la Banque de France sans intérêt. Donc, dorénavant, elle devait passer devant les banques privées, dont la banque Rothschild, entre autres, et les autres, avec intérêt. Étonnez-vous, après ça, de notre endettement faramineux. Donc, c'est pour ça que je parle de loi scélérate. Donc, vous voyez bien que pour ces juifs comme Attali et Minc, quelqu'un comme Macron est tout à fait compatible. Il n'a pas besoin d'être juif. S'il fait leur politique, ben, ils sont enchantés. Ça passera encore mieux, ça rassurera le bourgeois. Pourriez-vous évoquer les causes de la manifestation des agriculteurs à Paris le 3 septembre 2015? Ah ben, c'est toujours la même chose. D'abord, depuis que nous sommes dans l'Europe communautaire, tout est fait pour couler l'agriculture française, soi-disant en la protégeant. Alors, on donne des sommes faramineuses à la communauté européenne qui nous restitue une petite partie de l'argent qu'on a donné, soi-disant pour aider nos agriculteurs. Mais en fait, qu'est-ce qui se passe? C'est que ce sont les grosses industries de l'agriculture qui en bénéficient, dont le patron de la FNSEA, Xavier Belin. Ben, d'ailleurs, il y a eu, je crois que c'est dans le dernier numéro de La Politique, on en a longuement parlé, pour expliquer ce qu'il y a derrière. Si bien, en fait, c'est pas toute l'agriculture française qui proteste, ce sont les petits et moyens agriculteurs qui sont de plus en plus étranglés
par les directives européennes, et y compris du gouvernement français qui se laisse faire, bien entendu par les directives européennes. Et si subsides et aides supplémentaires il devrait y avoir du fait de la crise, du lait, du porc, etc., ce sont les gros, comme Xavier Pelin, qui a une véritable monopole dans certains domaines. Il est même le patron du port de La Rochelle, ce qui lui sert pour ses importations de poulet, alors que la filière poulet française souffre aussi. Donc vous voyez, cet homme qui est là, à la FNSEA, patron de la FNSEA, pour défendre les agriculteurs, fait venir des poulets qui vont détruire la filière française. Voilà. On est toujours en plein mensonge et en double visage. Voilà. L'attaque du Thalys, qui a eu lieu le 21 août dans un train reliant Paris à Amsterdam, ne présente-t-elle pas des aspects d'ombre? Mais écoutez, c'est comme toutes les affaires précédentes que l'on connaît. Il y a toujours... Alors, je veux bien croire tout ce qu'on voudra, mais moi, ce qui me dérange toujours, ce sont les aspects contradictoires. Il y a des impossibilités. Et alors, quand on... Je ne sais pas si vous avez suivi à la télévision, les uns et les autres, mais il y a une chose curieuse, finalement. Quel a été le héros? Quels ont été les héros? À chaque présentation, c'était un petit détail qui était différent. Alors, tantôt c'était les Américains. Ah, si les Américains n'avaient pas été là. Ah, merci les Américains, ils nous ont encore sauvés une fois. Oh, c'est magnifique. Puis on apprend, mais c'est très secondaire, qu'en fait c'était un Français. Mais alors, mais quelle est la véritable version? Et qu'est-ce que c'est que ce type-là, qui est armé de pistolets, de kalachnikov, de différents trucs, etc., avec des chargeurs plein les poches, qui laisse approcher les Américains, nous répondit, sans tirer dessus. Et qui finalement tire son cutter pour se défendre. Et ne trouvez pas qu'il y a des petites contradictions là-dedans? Mais ça agite le bon peuple, et ça permet, une fois de plus, à justifier la loi du renseignement imposée par Hollande et Valls. Vous voyez, bon français, nous, on vous protège. Voilà. Tout est à l'aune du mensonge perpétuel. Que pensez-vous de la plainte introduite par Laurent Fabius, ministre des Affaires étrangères, contre Bachar el-Assad pour crime contre l'humanité? Ah ben, je répondrai qu'on pourrait commencer par lui. Parce que comme crime contre l'humanité, ce qu'il a fait avec le sang contaminé, c'est pas mal. Donc on pourrait commencer par le juge pour ça. Et alors, bon, deuxième petite observation, c'est que quand on prétend dénoncer les crimes soi-disant de Bachar el-Assad contre l'humanité, je suis surpris que M. Laurent Fabius, qui fait partie de la confrérie des Ateliers et compagnie, pas l'oublier, encore un maram, se garde bien de déposer une plainte aussi contre le Daesh, État islamique, pour les crimes, décapitation, torture, etc. Alors vous voyez ce que valent nos hommes politiques. Et c'est lui qui est censé représenter nos intérêts sur le plan diplomatique. Que pensez-vous du geste récent du pape François Ier en faveur de la fraternité Saint-Pédis? Alors là, sujet religieux en ce moment, j'évite d'en parler parce que c'est d'une complexité invraisemblable. Et ce pape François vous mélange des trucs qui sont contradictoires entre eux. Tantôt il vous sort des trucs, on se dit mais où est-ce qu'il va chercher ça? Alors quelle est la part d'utilisation de phrases qu'il a dites qui sont tirées du contexte ou quelque peu manipulées, transformées? Tout est possible avec les menteurs que l'on sait avoir devant nous. Tout est possible. Mais enfin, il prête le flanc à la critique parce qu'il n'est pas prudent dans certaines déclarations. Alors, il y a un autre truc, je ne sais pas si vous avez vu, l'histoire de la photo qui traîne sur Internet où on le voit plié en deux en train de baiser la main de Rockefeller. Vous n'avez pas vu ça? Vous avez vu ça? Ah, bon, quand j'ai vu ça, je me dis, mais c'est pas possible, mais qu'est-ce qui lui arrive? Et puis... alors j'ai reçu plusieurs mails, me disant, vous vous rendez compte, mais c'est scandaleux, c'est pas possible, ce pape. Alors bon, du cas, réfléchissons un petit peu, examinons le contexte. Bon, il y a la photo. Bon, premièrement, les photos, on peut les truquer. C'est archi connu. Pourquoi aurait-on truqué la photo?
pour lui donner cette impression détestable auprès des cathos qui se prosternent, qui se prostituent devant les Rockefeller. Banquiers, mondialistes, messianiques, etc. Est-ce que vous vous rappelez de ce que le pape François a dit à la tribune de l'ONU à d'autres occasions contre la finance internationale? Il a tapé dessus à bras raccourcis. Il les a attaqués en leur disant qu'ils martyrisaient les peuples faibles en les étranglant par la dette. Alors, est-ce que vous trouvez que ce genre de déclaration est compatible avec la photo du pape François plié en deux en train d'embrasser la main de Rockefeller? Vous ne trouvez pas qu'il y a une petite contradiction? Alors, faute de preuves autres que ça, moi je dis que c'est un montage pour discréditer le pape François. Ouais. Donc, vous n'avez rien rajouté par rapport à sa visite aux États-Unis? Par rapport à sa visite aux États-Unis? Bon, je dirais que c'était le plus important. Bon, il a fait une visite pastorale, ça s'est apparemment très bien passé. Point. Donc, le vendredi 4 septembre, sur BFM TV, Alain Bauer, ancien grand maître du Grand Orient de France, indiquait qu'à peu près 10% de la classe politique française, et également de nombreux journalistes, appartiennent à une loge maçonnique. Que vous inspire cette déclaration? D'abord, elle est mensongère, parce qu'il y a certainement plus de 10%. Ça, c'est certain. Ça, c'est certain. Et Alain Bauer, pas oublier, ancien grand maître du Grand Orient. Hein, et grand copain de Nicolas Sarkozy. Pas oublier ça non plus. Et je voudrais faire un petit rappel, c'est que à propos de la maçonnerie, l'échange qu'il y avait eu entre De Gaulle et Adrien Zeller, qui était à l'époque le grand maître du Grand Orient de France. Donc ça se passe au lendemain de la Libération. Adrien Zeller disant à De Gaulle, grâce à vous, la maçonnerie a repris de la vigueur, etc., etc. Et De Gaulle lui répondant, mais c'est normal, je ne vois pas, étant donné que j'ai redonné la République à la France, je ne vois pas pourquoi je ne lui redonnerai pas la maçonnerie aussi. Évidemment, c'est la même chose. Donc voilà ce que je réponds à M. Alain Bauer. Justement, que veut dire Daniel Keller, récemment réélu à la tête du Grand Orient de France, lorsqu'il dit que la République est fondamentalement maçonnique? Et voilà. J'ai déjà répondu. Donc, pourriez-vous évoquer l'agression dont a été victime Marion Maréchal Le Pen lors d'un déplacement à Guillestre? Là, je ne me rappelle plus exactement, mais ça ne m'étonne pas du tout. Elle dérange. Elle dérange. Bon, elle est sympathique, elle n'est pas vilaine fille, elle a certainement des chances. Moi, ce que je regrette, c'est que, pas plus que sa tante, elle n'a d'assise politique sur les fondements politiques. Alors, elle réagit avec sentimentalement, patriote, comme on dit, bon, c'est très bien, mais je répète, je dis, moi, ce qui m'intéresse dans le Front National actuellement, c'est que c'est un explosif. C'est un explosif dont nous, nationalistes français, nous devons nous servir pour faire sauter l'Europe et le système avec, et l'euro avec. Quel est votre sentiment sur la création par Jean-Marie Le Pen d'un mouvement politique, le Rassemblement Bleu-Blanc-Rouge? Bon. Eh bien, je conseillerais à ceux qui ont des doutes sur le personnage de lire mon livre « Histoire d'une trahison », qui le concerne au premier chef. C'est un homme que j'ai bien connu quand j'étais au Front National, avant que je ne claque la porte en 1993, en juin 1993. Je l'ai très bien connu. J'ai été un de ses admirateurs pendant un temps. Et progressivement, j'ai découvert ce qu'il y avait derrière cette faconde et ces grands mots patriotiques. Je pense et je suis quasiment persuadé, parce que ça ne peut pas s'expliquer autrement que cet homme est tenu par le système. Parce que ce n'est pas possible, quand on voit son parcours, qu'à chaque fois que le Front National amorçait une progression, il s'arrangeait pour sortir une provocation dont les journalistes, les médias et compagnie se délectaient,
pour casser l'essor du front. Vous connaissez bien entendu la fameuse affaire du détail. Il a sorti à de nombreuses reprises de façon répétitive, et à chaque fois toujours avec la même réaction du pouvoir public et des médias, scandale, etc., etc., et à chaque fois au détriment du Front National. Et si encore cette déclaration avait servi à éclairer le problème de ce qui s'est passé réellement dans ces camps de concentration, mais même pas. Parce que, je me répète encore une fois, dire que c'est un détail, mais ça n'explique rien. Ça masque le problème. Et en plus de ça, c'est faux. Ce n'est pas un détail, c'est le point central de l'affaire. Parce que le problème en discussion est de savoir comment ces gens, juifs et autres, sont morts. De maladies brûlées pour désinfecter, et c'est pour ça qu'il y avait le Zyklon pour désinfecter, pour tuer les poux, ou bien est-ce que c'était des chambres à gaz homicides et des fours crématoires après. Tant qu'on n'aura pas répondu à ces questions-là, moi, de toute façon, je ne prends pas parti. C'est pour ça que je dirais de façon répétitive, moi je suis un scientifique, il n'y a jamais eu de reconstitution du crime imputé. C'est donc la première fois dans l'histoire du crime de l'humanité qu'on a jugé, condamné et exécuté des gens uniquement sur le témoignage de la partie adverse, bénéficiaire. C'est pas normal. Donc moi j'attends toujours la reconstitution avant de prendre position. Pour ça que, pour moi, Le Pen est un homme du pouvoir, et pour terminer la réponse à votre question, ça tombe trop bien pour Manuel Valls, qui a bien promis que si Marine Le Pen était élue, il interromprait le processus électoral. Vous voyez cette belle leçon de démocratie. Donc récemment, André Gandillon a annoncé la réactivation du Parti nationaliste français. Ah oui, bah justement, j'avais pris avec moi dans mes petits papiers cette déclaration qu'il m'a envoyée. Alors, je vais la lire. Bon, elle n'est pas longue d'ailleurs. Donc, communiqué du Présidium du Parti nationaliste français du 28 septembre 2015. Plusieurs personnes ou structures, notamment sur Facebook, multiplient des déclarations et des propos relatifs au Parti nationaliste français, voire en son nom, sans y avoir été autorisé en aucune manière. Le Présidium du Parti nationaliste français rappelle qu'il est seul habilité, par la voix de son président ou celle de son secrétaire général, à s'exprimer au nom du Parti nationaliste français. Cette expression s'effectue sous forme de communiqué ou de déclaration officielle publiée dans la presse écrite nationaliste et sur le site officiel du PNF. Par ailleurs, si la revue Militant ouvre ses colonnes au PNF et soutient une ligne politique proche de la sienne, elle n'est en aucun cas l'organe officiel du PNF et constitue une revue indépendante. Signé le président du Présidium du Parti nationaliste, etc. etc. Alors, bon, cette histoire est intéressante. Bon, je ne fais pas du tout l'intention de faire partie du Parti nationaliste français, j'ai déjà mes structures, et surtout, je ne sais pas du tout comment ça va se terminer, cette histoire-là. Ce qui est certain, le nom n'est pas prononcé, mais moi je vais le prononcer. C'est que ce qu'il y a derrière cela, c'est que l'ancien responsable de l'œuvre française, Yvan Benedetti, qui a réussi par ses incartades, imprudences médiatiques et autres à faire interdire son parti, l'œuvre française, voudrait bien se raccrocher au Parti nationaliste français, dont les dirigeants du Parti nationaliste français ne veulent absolument pas, parce qu'ils le connaissent trop bien, et ils savent, d'ailleurs j'ai appris, que M. André Gandillon, qui est le maître d'œuvre du Parti nationaliste français, a été convoqué à la police parce que la police soupçonne le Parti nationaliste français d'être une reconstitution de Ligue dissoute, c'est-à-dire de l'œuvre française. Donc vous voyez,
Si le dénommé Benedetti arrive à faire croire qu'il est en fait le véritable patron du Parti nationaliste français, ben ça va passer évidemment comme reconstitution de Ligue dissoute. Alors, ils feront ce qu'ils voudront, les patrons du Parti nationaliste français. Moi, tant que l'affaire n'est pas claire, il n'est pas question que je recommande le parti. Et par contre, je dénonce l'attitude, la duplicité insigne et innommable de Benedetti, qui, sous le biais d'une structure qu'il appelle les nationalistes, essaye de faire croire que c'est la même chose que le Parti nationaliste français. Voilà. Donc vous voyez, puisque vous me suivez depuis un certain temps, quand j'ai commencé à lever le voile sur le personnage Benedetti, j'avais quelques raisons. Et encore un qui sert le système. On nous sort maintenant l'affaire des tableaux que l'on nous dit avoir été volés par leurs propriétaires juifs, notamment par Hermann Göring. Est-ce un nouveau coup de propagande qui pourrait servir à atténuer les effets d'une nouvelle agression israélienne à Gaza? Israélienne. Oui, israélienne. À Gaza, qui vient d'être à nouveau bombardée. Bah, c'est une bonne hypothèse, effectivement, parce que j'ai vu que tout dernièrement, Israël avait à nouveau bombardé Gaza. Je ne sais pas ce qui va se passer, mais il est certain que les Israéliens sont absolument paniqués actuellement. Rappelez-vous un de mes articles dans le dernier numéro de La Politique, la peur a changé de camp. Avec l'arrivée de la Russie en Syrie, Israël est sur la sellette, parce qu'ils ne vont pas pouvoir faire ce qu'ils veulent, et bombarder à qui mieux mieux. Il va y avoir un jeu diplomatique derrière, je ne sais pas ce que ça va donner. Bon, alors, cette histoire des tableaux. Alors, cette histoire des tableaux, il faudrait évidemment, avant de s'indigner, c'est jamais bien que les vainqueurs s'attribuent des œuvres d'art qui appartiennent aux vaincus. Mais là, en l'occurrence, c'est pas tellement aux vaincus. C'est à des familles juives qui avaient acquis ces tableaux. Mais comment? Je voudrais tout de même rappeler dans quel état se trouvait l'Allemagne au lendemain de sa défaite de 14-18. Il suffit de lire la littérature de l'époque en Allemagne pour voir à quel point la société allemande était ruinée. Et par exemple, je l'ai cité, je vais encore le citer dernièrement dans mon prochain livre, les romans de l'époque qui décrivaient cette période expliquaient, il y a d'ailleurs eu un film d'un grand cinéaste très connu, Pabst, sur un livre qui a été écrit à cette époque-là, qui s'appelait La rue sans joie, et qui raconte l'histoire d'une famille de bonne bourgeoisie, où les filles étaient obligées de se prostituer pour donner à manger à leurs parents. Alors, ces gens avaient évidemment des œuvres d'art chez eux. Et bien, ça a dû être monnayé aussi, pour pouvoir vivre. Alors qu'on ne vienne pas me faire pleurer avec ces œuvres d'art récupérées par les Allemands pendant la guerre. Voilà. Alors que le planning familial américain a récemment été mis en cause dans plusieurs affaires de vente d'organes de fœtus, la Chambre des représentants américains, à majorité républicaine, a adopté aujourd'hui 2 mesures anti-avortement qui n'entreront pas en vigueur mais illustrent la vivacité du combat conservateur contre l'IVG aux États-Unis. Pourriez-vous évoquer l'action néfaste de cette organisation aux États-Unis, mais aussi en France, et également le problème que représente l'avortement? Bon, alors, le planning familial, il est évident que c'est une structure qui a découlé de la révolution féministe. Mais il n'y a pas que ça. Il n'y a pas que ça, c'est devenu une structure de bouleversement de la société. Bon, je veux bien croire que la femme, toutes les grossesses ne sont pas nécessairement désirées parce que leurs hommes, leurs compagnons, leurs maris sont peut-être quelque peu beurrés quand ils ont envie de la chose, et que ce ne sont pas des grossesses, mais ça n'oblige pas à faire des lois pour détruire des enfants. Et alors ce sont les mêmes qui plaident pour l'avortement, l'euthanasie bien entendu, et qui poussent à l'immigration. Si bien qu'il y a 2 facteurs
qui se rejoignent. D'une part, la dépopulation des nôtres par l'avortement, que l'on remplace par l'immigration. Et si vous comparez les chiffres par an, c'est quasiment à égalité. C'est une substitution de population. Voilà. Après avoir trahi ses engagements et donné sa démission, Alexis Tsipras est de nouveau reconduit dans ses fonctions de Premier ministre après une nouvelle élection. Qu'est-ce qui peut expliquer ce vote surprenant des Grecs? Ça m'a bien fait rire d'ailleurs, si on peut rire d'ailleurs. Je crois que les Grecs ont encore plus peur de la droite libérale. D'ailleurs, il faut tout de même regarder les choses, hein. C'est qu'il y a eu un taux d'abstention considérable. Qu'avez-vous à dire sur la rencontre entre Vladimir Poutine et Barack Obama lors de l'Assemblée générale annuelle de l'ONU et des solutions proposées pour régler les problèmes contre l'État islamique en Syrie? Il ne pourra pas y avoir d'accord, c'est pas possible. C'est pas possible. L'un, Barack Obama et tout ce qu'il y a derrière lui, tout le potentiel militaro-économique américain, ont besoin de la déstabilisation, ce dont je parlais tout à l'heure en citant Michael Lydon. Ils veulent la déstabilisation, pour deux raisons. D'une part, parce que ce qu'ils veulent, c'est garder des points d'appui sûrs auprès des puits de pétrole, d'une part, et puis il ne faut pas qu'il y ait de pouvoir fort dans la région, car ça pourrait nuire à l'expansion d'Israël. C'est pas plus compliqué que ça. Ce sont les deux raisons fondamentales. Donc il n'y aura pas d'accord. Tant que Poutine est réellement ce qu'il est, et tant qu'il est en vie, et j'espère, je lui souhaite longue vie pour nos intérêts communs, il n'y aura pas d'accord. Et quand on voit comment Poutine les a mis au pied du mur, en envoyant son aviation et en prévenant les Américains une heure avant que son aviation intervenait et qu'il n'était pas question que les autres se retrouvent dans l'air, il fallait voir les commentaires à chaud. Ils étaient furieux, verts de rage. Pour finir, à l'occasion du Nouvel An juif, Vladimir Poutine a adressé ses vœux au peuple juif. Comment interprétez-vous la déclaration suivante? Depuis des siècles, les valeurs juives servent de nobles causes. Fortes de ces valeurs, les organisations juives russes œuvrent depuis toujours au vivre ensemble dans notre pays et luttent contre l'antisémitisme et l'intolérance. Alors effectivement, c'est assez amusant. C'est assez amusant. Et ça tombe bien parce que j'avais préparé pour ma conférence de cet après-midi un texte qui va vous expliquer le fond de l'affaire. C'est un commentaire de Israël Adam Shamir. Pas besoin de vous décrire le personnage. Bon, alors, première réflexion, parce qu'évidemment, ce texte, de nombreux correspondants me l'ont envoyé en me disant, mais écoutez, tout de même, comment pouvez-vous soutenir Poutine qui sort des déclarations? Et j'aurais répondu, écoutez, observez bien les mimiques de Poutine. Observez-le bien. C'est une déclaration diplomatique. Il se moque d'eux. Parce que dans le même temps, il fait le contraire. Alors voilà ce que dit Israël Adam Shamir à propos de la visite de Netanyahou à Moscou, donc c'était un petit peu antérieur. Pour Israël, l'entrée en scène de la Russie signifie que c'en est fini de leur vieille habitude de lâcher des bombes de ci, de là, en toute liberté, comme ça leur chante. Ou en tout cas, ils vont devoir se réfréner quelque peu. C'est une chose de bombarder des Syriens pratiquement sans défense, comme l'ont fait les Israéliens une douzaine de fois l'année dernière, et tout autre chose de piloter des avions sous le regard attentif des radars S-300 russes et des intercepteurs Sukhoi 27 avec les as russes dans le cockpit. Voilà pourquoi Netanyahou a pris la peine de se déplacer jusqu'à Moscou à la veille du Yom Kippour. Netanyahou était venu pour formuler un ultimatum de son cru. Les Russes ainsi que leurs alliés, Assad, l'Iran et le Hezbollah, doivent choisir. Netanyahou a réaffirmé qu'il était libre de bombarder les Iraniens et le Hezbollah à sa convenance. Alors, comme ceux-ci sont les alliés de la Russie et de Bachar el-Assad, cela promet de beaux jours. Le discours de Poutine à l'ONU aura été la réponse aussi bien aux États-Unis qu'à Israël
et Roland Fabius. C'est un juif qui a écrit ça. Alors, vous comprenez que la déclaration de Poutine pour le nouvel an juif, laissez-moi rire. Il ne peut pas à la fois penser réellement ce qu'il a dit et bombarder les alliés d'Israël et des États-Unis sur le terrain. Ça ne colle pas. Et c'est à tel point qu'au moment même où on nous a sorti cette déclaration de Poutine sur le nouvel an juif, Israël bombardait les positions syriennes sur le Golan, alors que la Russie est l'allié de la Syrie. Alors cherchez la contradiction. Voilà. Donc, Poutine est un manœuvrier. Rappelez-vous ma conférence sur Poutine, le petit grain de sable dans la machinerie du nouvel ordre mondial. C'est à la fois un joueur d'échecs et à la fois un judoka. Donc, il dit des choses parce qu'il veut momentanément, éventuellement, donner le change, mais il poursuit cette politique dans les intérêts de son pays. Je trouve ça particulièrement normal. Je le répète, si j'étais à sa place en France, je ferais exactement autant. Voilà. Bien, si vous n'avez rien à ajouter, nous avons fini. Ajouter, si, il y a toujours des choses à ajouter. L'actualité est tellement riche, mais bon, je crois qu'on a fait un bon tour du panorama et je tiens à vous féliciter une nouvelle fois pour la précision des questions qui tiennent compte de l'actualité. Eh bien, merci M. Bocardassac. Merci à vous. À la prochaine. À la prochaine.